OK. OK. Donc, on a parlé de ces traités, donc la source, l'élaboration du droit spatial. Mais si on vous demandait même le droit spatial, c'est quoi? Comment vous avez défini ça? Comment vous avez défini le droit spatial? Ce sont les règles appliquées à différents États. En plus de ce qu'on va dire, on va dire que ce sont des règles qui sont appliquées aux États pour l'utilisation de l'espace aérien. Personne n'a vu son pouvoir. Non. Ce n'est pas faux. Hein. C'est un droit, c'est un ensemble de règles, un ensemble de lois qui régissent. Mais ce n'est pas comme ça. Bon, je ne vais pas venir faire votre quiz ici. C'est bon. Pas encore ouvert, mais c'est bon. Je ne sais pas, c'est ouvert qui ouvre. C'est pas ouvert. Il va ouvrir ça peut-être à partir de la semaine. Hein? Définissez-moi ce droit-là. On a parlé de quoi? La responsabilité, le principe de responsabilité internationale, le principe de conformité au droit international, le droit de l'espace, c'est quel genre de, c'est quel droit? Bon, c'est bien sûr. La question reste posée. Personne n'a trouvé la réponse. C'est que c'est dans le quiz. Donc, on va continuer notre cours. Donc, je disais que par rapport aux opérations, par rapport aux applications, on a vu que ça nécessite beaucoup de cours. Et il a été dit aussi le principe de non-appropriation. Aucun État, ça c'est très important, aucun État ne peut, c'est-à-dire l'espace atmosphérique, ne peut faire l'objet d'aucune appropriation, d'aucune proclamation de souveraineté. L'espace n'appartient à personne. Et donc, toutes les activités qui se font là-bas, c'est pour l'intérêt de l'humanité. Voilà, c'est pour l'intérêt de l'humanité. Et donc, c'est un droit totalement, tous les États ont le devoir de prendre part à cette activité-là. Tous les États, sans discrimination, et aucun État ne peut se voir refuser l'accès par un autre État. Aucun État n'est responsable de l'espace atmosphérique. Seulement, à condition que tu aies quoi? Les moyens nécessaires. Et vous savez maintenant pourquoi on demande ces moyens. Il faut concevoir l'engin, il faut le lanceur, il faut tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre en orbite. Vous voyez que ce faut aussi bien rejoindre le système d'acquisition. Parce qu'il faut mettre en orbite. Il faut ressortir un certain nombre de choses. Hein? Et tout ça, ça fait que quoi? Il y a des gens qui vont commencer à fabriquer, par exemple, des moteurs de fusée. Il y a des gens qui vont commencer à créer des moteurs. Voilà. Ça va créer des quoi? Des sources de revenus. Donc, il y a un marché qui va se développer autour de ces activités. Il y a un marché qui va se développer. Et donc, on va parler de ces marchés. Et donc, ici, on va identifier les marchés, les puissances et les systèmes spatiaux régis par le droit spatial. Donc, on va commencer par les systèmes spatiaux, ensuite les puissances spatiales et les marchés spatiaux.
On va retenir tout simplement que la vie quotidienne en introduction est liée aux apports des satellites. Dans la plupart des activités, réception, télévision, radio, communication, sécurité militaire, civile, sécurisation des transactions bancaires, tout ça, c'est pas fini. Il y a d'autres choses encore. Alors, quelles sont les discussions techniques sur lesquelles ces activités reposent? Et quels sont les états les plus avancés plutôt dans ces activités? Et quels sont les marchés qui régissent ces activités? C'est ce que nous allons voir. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un marché spatial? Depuis que je fais le cours, c'est ici que je vais parler de fusée. Non. Voilà. Un système spatial, donc, il y a un ensemble. Donc, les engins spatiaux lancés à bord d'une fusée, sauf la navette. La navette n'est pas lancée. La navette décolle et revient. Il décolle et revient comme un avion. Il existe plusieurs tailles de lanceurs adaptées à l'emploi de satellites de poids ou en nombre différent. Le type de lanceur le plus courant est la fusée lancée du sol. Donc, la fusée, c'est un lanceur. Donc, c'est développé souvent par les forces militaires ou les agences spatiales nationales. Mais il existe des entreprises commerciales qui proposent des lanceurs ou des lancements, des lanceurs sur le marché, des marchés commerciaux. Donc, M. Soumaro peut s'acquérir un lanceur. Ou bien Soumaro, tu n'es pas d'accord? Il a un lanceur et puis bon, maintenant, tous les Africains pour demander ce petit là, mais où est le petit là? On va utiliser son lanceur. C'est pas impossible. Hein? Et c'est sur vous que nous comptons pour ça. Vous l'avez dit. Ensuite, il y a les sondes. Souvent, là, c'est à la télévision, on voit ces choses. Quand les Américains ou bien la Russie ou les Chinois ont fait un exploit, on voit ça, soit dans un documentaire. Voilà. Généralement, on voit les sondes qui ont pour mission l'exploration de l'univers avec les buts généraux liés à la recherche scientifique. Bon, la recherche scientifique, vous savez, il y a un gros dos. Il supporte beaucoup de choses. Hein. Si tu veux faire quelque chose que tu ne veux pas qu'on regarde tout dedans, tu dis que c'est la recherche scientifique. Voilà. Donc, il y a les sondes. Ensuite, on a les satellites d'application. Ce sont les systèmes spatiaux les plus nombreux. Au début de 2001, on a répertorié plus de 2600 satellites civils et militaires en orbite. Pas en 2001. Non, on est en 2022, plus de 20 ans après. Voilà. Leurs fonctions sont très diverses. Navigation, observation, télécommunication et autres. Et les utilisateurs à la communauté scientifique, les officiers de renseignement et autres responsables militaires, mais surtout le grand public qui achète leurs services dans le cadre des marchés commerciaux. Donc aujourd'hui, la possession de la technologie des lanceurs est le signe d'un programme spatial crédible et avancé, seule possibilité d'un accès indépendant à l'espace. Si tu as ton système spatial, tu es libre. Hein? Elle garde une forte signification politique. Donc, une puissance spatiale est un pays capable de construire un engin spatial et de le lancer. On dit la France est une puissance spatiale, les États-Unis, une puissance spatiale et tout ça. Parce qu'ils ont été capables de construire des satellites et puis de les lancer. C'est pas comme un oiseau. Vous voyez, souvent, on prend les colombes, on les lance pour la paix. Eux, ils ont fabriqué quoi? Des satellites et ils les ont lancés. Mais vous voyez ce qu'implique le lancement. Donc, la puissance
spatial doit être capable donc de construire l'engin spatial et le système de lancement. Si c'est une sonde, si c'est une fusée, tout ça, tu dois être capable de construire ça. Bon, et c'est vrai, on n'a pas encore construit d'hélicoptère, même le ballon qui s'envole, je ne sais pas si on en a fait. Donc, il faut que ce sont des choses vers lesquelles nous devons tendre. Voilà, parce que bon, ces pays sont à un certain niveau, mais nous aussi, nous les suivons. Peut-être même que nous allons les dépasser. Et c'est notre objectif. Avec vous, on peut les dépasser. Vous, la jeunesse. Donc, les puissances spatiales, ce sont les pays qui possèdent des systèmes spatiaux. Voilà. Et il y a un nombre restreint de puissances spatiales. Certains pays sont assez avancés dans la fabrication de satellites, mais ne sont pas des puissances spatiales. On a le Pakistan, il y a un satellite d'observation météorologique. On a les cas des pays qui possèdent des satellites commerciaux comme l'Égypte, la Thaïlande, l'Indonésie. Ces satellites ont été achetés par des opérateurs locaux à des entreprises européennes, américaines et autres, et diffusent leurs services au-dessus de larges zones géographiques. Les puissances spatiales sont les États-Unis, la Russie, l'Europe. On n'a pas dit un seul pays de l'Europe, mais même nous savons que la France aussi fait partie parce que voilà, l'Europe, la Chine, le Japon, l'Inde, Israël, le Brésil. Voilà. Donc, on va voir un peu ces puissances-là, quelques aspects. Donc, les États-Unis sont les pionniers de la conquête spatiale aux côtés de la Russie, enfin, pas la Russie, en son temps, c'était l'URSS. Donc, les États-Unis sont la première puissance spatiale du monde, jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai qu'actuellement, il y a une démonstration de force au-dessus de l'Ukraine, mais quand même, bon. Et le budget spatial américain civil et militaire était évalué de 27 milliards de dollars en 2001. Imaginez aujourd'hui. Milliards de dollars, c'est pas français. Donc, il dispose d'une base industrielle puissante. Le regroupement des entreprises dans les années. Aujourd'hui, même si je revois les recherches, il y a des chiffres qui vont être plus. Ces chiffres-là seront vraiment. Voilà. Deux entreprises de nouveau maîtres d'œuvre pour les lanceurs, ils ont Boeing et comment on dit ça? Lockheed Martin, avec la famille de fusées Atlas. Un important tissu industriel de sous-traitants. Les industries spatiales américaines détiennent d'importantes parts de marché pour la vente de lanceurs et de satellites. Donc, vous voyez pourquoi on parle de marché ici. Ensuite, on a la Russie. Ils sont aussi pionniers. Ils ont lancé le premier satellite. Ils ont envoyé le premier homme dans l'espace et la première station permanente en orbite. Et donc, ça leur a donné beaucoup de prestige. Au-delà du prestige, il y avait des objectifs militaires suite aux accords de désarmement START en 1993 et 1994. Les missiles soviétiques furent respectivement, enfin, ces deux missiles, la SS, furent respectivement convertis en fusées commerciales Roko et START. Roko ou Rokot. Moi, je dis ça en malais. Ensuite, toujours la Russie, le budget russe évalué à 6 milliards de dollars en 1992 est passé à 1 milliard en 2001, après l'effondrement de l'Union. Vous voyez que l'Union était effondrée.
Et tout ça, ce que nous voyons aujourd'hui, je pense que c'est des conséquences de cet effondrement. Et donc, l'effondrement a causé également l'éparpillement des parts de tir de l'URSS dans différentes républiques. Voilà, l'Ukraine. Voilà. Donc, je vais chercher ce qui m'appartient. Donc, ce n'est pas facile, mais c'est une chose qui va. Et ensuite, on a l'Europe. Et on va noter que c'est dans les années 60 que l'Europe a commencé à entrer au niveau des activités dans l'espace, entrer en jeu. Et le budget spatial européen était de 6 milliards de dollars en 2001. Vous voyez que jusque-là, il n'y a pas match par rapport aux États-Unis en termes de budget. La plupart des États ont un programme national. Il y a aussi des programmes engagés en coopération entre 2 ou 3 États, mais la majeure partie des réalisations spatiales européennes se fait dans le cadre de l'Agence spatiale européenne ESA qui regroupe 15 États européens. Le lanceur Ariane détient la plus grande part du marché mondial de lancement des satellites commerciaux en orbite géostationnaire. Vous voyez que ce n'est pas du jeu. Ensuite, on a la Chine. La Chine disposait de 31 satellites en orbite, dont 11 de télécommunications. Sa gamme de lanceurs Longue Marche est commercialisée par la compagnie industrielle chinoise de la Grande Muraille depuis la fin des années 80. Le budget spatial chinois était estimé à 1 milliard de dollars en 2001. En 2003, la Chine est la 3e nation à faire voyager un homme autour de la Terre 40 ans après l'Union soviétique et les États-Unis, dans le cadre du programme spatial Shenzhou 5. Shenzhou 5. Hein? Ensuite, on a l'Inde, pays non aligné pendant la guerre froide. Donc, cela a créé des répercussions sur la conduite du programme spatial national parce qu'il n'était pas aligné. Les responsables de l'agence spatiale indienne, l'Indian Space Research Organization, et les militaires en charge des questions spatiales travaillent un peu en autarcie. Ils sont avancés dans la science humaine, comme ils n'ont pas suivi n'ont pas été alignés. Pays peu présent dans les programmes de coopération spatiale internationale, son programme spatial bénéficie d'une priorité politique comme marque. Donc, ils travaillent entre eux. Parce que vous voyez, dans les activités dans l'espace, on peut procéder à des collaborations. Voilà. Budget spatial, 30 millions de dollars en 2001. 300 millions de dollars en 2001. L'Inde dispose d'une fusée capable de lancer des satellites en orbite polaire, le PSLV. En avril 2001, ils ont lancé le premier satellite en orbite géostationnaire grâce au lanceur GSLV. Donc, vous voyez que ce n'est pas un camarade de la de loin. Hein? On regarde leurs films là, souvent on se moque un peu de certains montages, mais vous voyez qu'ils sont avancés dans l'informatique. Les Indiens sont puissants dans la science. Ensuite, on a Israël. Budget spatial environ 50 millions de dollars par an. De nombreuses coopérations avec les agences spatiales américaines, européennes, russes et ukrainiennes. Une vingtaine d'entreprises spatiales et quelques laboratoires de recherche universitaires et militaires sont actifs. Donc, en 1983, ils ont créé l'Agence spatiale israélienne. En 1996, ils ont lancé le premier satellite israélien de télécommunication Amos. En 1988, ils ont mis au point un système de lanceur Shavit utilisé pour lancer le premier satellite au FEC. Donc, vous voyez que Israël, toujours, ils ont lancé leur 5e satellite en 2002. Depuis 2000, un système d'observation commerciale
EROS, est opérationnel. Le premier satellite de télécommunication israélien Amos fut lancé en 1996 et autres le seront à partir de 2003. Bon, c'est déjà passé. Donc, eux tous ont été lancés déjà. Ensuite, on a le Brésil. Ça nous étonne tous. Presque. Le Brésil, mais ils ont mis en orbite plusieurs satellites de recueil de données. SCD-1 en 93 et SCD-2 en 88. Ils participent à plusieurs projets de coopération avec l'étranger. Par exemple, programme de satellite d'observation CBERS avec la Chine, projet de microsatellite scientifique avec le CNES et une petite participation à la Station spatiale internationale. Donc, vous voyez que ce sont des puissances spatiales. Je ne sais pas, l'Iran devait lancer un satellite en son temps. Est-ce qu'ils ont pu lancer? Est-ce que l'Iran de faire cette recherche? Voilà. Est-ce que l'Iran est devenu une puissance spatiale? Et puis, à quel autre pays encore? L'Afrique du Sud. Donc, dans tous les cas, les thématiques, bon, non, c'est même pas la peine, les thématiques de recherche, mais pour l'Iran, tu cherches, mais pour l'Afrique du Sud, j'ai l'impression que vous avez combien de groupes? 5. 5 groupes de 5, ou bien 6. Bon, on va revenir à ça tout à l'heure. Donc, au niveau des marchés développés autour des activités spatiales, on a 3 types de marchés. On a les marchés commerciaux, les marchés civils et les marchés militaires. Donc, au niveau des marchés commerciaux, il est constitué d'opérateurs de satellites fournissant des services de communication et de télécommunication, ainsi que d'observation de la Terre, caractérisé par une forte concurrence. Ce marché est caractérisé par une forte concurrence. Ensuite, on a le marché spatial civil, qui est constitué d'agences spatiales et d'autres organismes civils, météorologiques par exemple, qui contractent à l'industrie des activités de recherche et de développement ou acquièrent des équipements dans le cadre de leur programme applicatif, soit télécommunication, observation de la Terre, météorologique et autres. Donc, vous voyez que là, ce n'est pas seulement le commercial qui est visé, mais il y a la recherche. Ces programmes civils sont primordiaux pour l'industrie pour 2 raisons. Important volume, c'est-à-dire ils génèrent beaucoup d'argent. La première source de revenus pour l'industrie mondiale. Ouais, c'est la première source de revenus. Parce que la nature relativement stable des investissements. Donc, tous ceux qui investissent au niveau du marché civil, généralement, entrent en possession, ils font beaucoup de profits. C'est stable. Ils sont sûrs qu'il n'y aura pas de faillite aussi facilement. Ensuite, on a le marché spatial militaire qui concerne les activités menées par les agences de défense. Elles utilisent les capacités spatiales comme support de leurs opérations, y compris les télécommunications, la reconnaissance et la surveillance, le relais des données, l'alerte avancée, la navigation, la météorologie, l'écoute et autres. Ces activités sont proches des activités commerciales et civiles, d'où leur caractère cyclique marqué. Le marché militaire revêt un caractère stratégique. Ça, tout le monde le sait, plus ou moins grand selon les pays et les champs applicatifs. Aux États-Unis, le programme de lanceur est financé par des budgets militaires. La part d'importance accordée aux différents marchés spatiaux est illustrée donc par la figure dessus. Donc, quand on regarde bien, le marché commercial dans le camembert du haut,
Le marché commercial prend combien de pourcentage? 40%. Le marché gouvernemental, 30%. Le marché militaire, 25%. Et puis le marché civil, 5%. Mais tout à l'heure, on a dit qu'il est caractérisé par une stabilité. Voilà. Et au niveau des applications, vous voyez, la communication plutôt prend 58%. Et ça, c'est depuis 2010. Voilà. Le GPS, 25%. L'observation de la Terre, 7%. Et autres, 2%. Donc, vous voyez que c'est des choses, c'est des marchés importants. Ce n'est pas comme le marché, peut-être, de degré en Côte d'Ivoire. Quand bien même, ce marché est important parce que sans le degré, nous ne pouvons pas vivre. Mais je veux dire, les fonds générés dans ce marché spatial, c'est trop, puisque les marchés même demandent beaucoup de fonds. Donc, on va s'intéresser un peu au marché européen. Donc, ici, sur ce chemin-là, on voit la fusée Ariane 5 entourée des drapeaux des pays membres de l'ESA à l'entrée du centre spatial de Kourou. Il va falloir qu'on visite ce centre. Okay. Le centre de Kourou, c'est le centre spatial, un des centres spatiaux européens. Donc, voici Ariane 5. Donc, une industrie spatiale européenne puissante, efficace, intégrée et concurrentielle à l'échelle mondiale. C'est une industrie de grande envergure. En plus d'être une source de revenus, elle est d'une importance stratégique pour l'indépendance de la sécurité, et le bien-être des États européens par sa valeur technologique et les applications qu'elle propose. Vous voyez, c'est ça qui fait que nos États, nous ne sommes pas encore peut-être respectés par certains autres États. Parce que vous allez à la même table, c'est vrai, nous sommes souverains. Nous sommes un État souverain, tout ça. Mais c'est pas qu'on ne participe pas, mais c'est comme si nos objectifs là, c'est ailleurs. Hein? Voilà. Peut-être, c'est pas forcément, c'est pas la priorité. Nos dirigeants peuvent avoir ça en priorité, mais il y a d'autres problèmes ici. Il faut chercher à régler. Les gens ont faim. Vous voyez, non? On n'a pas encore, on ne gagne pas à manger. Imaginez aujourd'hui même là. Mais aujourd'hui, par exemple, si la Côte d'Ivoire veut lancer quelque chose comme ça, je vous assure, presque 60% de la population marchera. Vous dites non. Parce qu'ils pourraient ne pas voir l'importance d'une telle activité. Vous voyez. Ils pourraient ne pas voir l'importance d'une telle activité. Parce que nous, là, le plus souvent, nous voyons juste à côté. Hein? Quand moi, je ne suis pas d'accord pour le fait de passer les promesses des citoyens qui sont soit dans l'informel, mais le développement doit passer par des choses. Ça doit passer par des choses. Les banquiers ont un adage qui dit, si tu ne veux pas que ça brûle, des fois, ça ne peut pas brûler. Il faut que ça brûle. Il faut que ça brûle quelque part. En brûlant la texture, ça cuit. Donc, on est obligé de passer par des situations douloureuses, des décisions qui vont paraître un peu. Mais aujourd'hui, quand on s'occupe dans certains endroits, on est content. Parce que c'est vrai que ça a été cassé. Les gens ont parlé, mais quand les autorités sont restées
il faut focus sur leur objectif. Aujourd'hui, ça donne de bons résultats. Regardez par exemple ce que le ministre va pouvoir faire à Toumassi. C'est aujourd'hui. Non, pas de cette manière. Mais je veux dire que c'est ça. Non, c'est quand les États sont dans l'espace, ça donne un certain respect. Vous avez des choses d'État qui ne sont pas encore dans l'espace. C'est ça. C'est ça. Si aujourd'hui, là, il y a des Africains qui ont des jets privés, et ça commence à être nombreux, hein. Les anglophones. Là, les hommes d'affaires, les hommes de Dieu aussi, mais qui ne sont pas au nom de Dieu, ici, mais là, ils sont là. Mais les affaires de ces hommes-là, musulmans, chrétiens et tout, hommes de Dieu, développent là. Je vous assure, moi, je connais un homme de Dieu, par exemple, pas que je le connais personnellement. Il exporte du Guinée, il exporte du Guinée au Soudan, dans les pays où le climat n'est pas clément. Mais quand il exporte, quand il envoie, des fois il fait des bons signes. Quand il fait des bons, au niveau de ces affaires, les impôts qu'on voit. On attend une fondation, ça fait un don de 50 millions aux enfants SOS de Samuel, pour quelle cause ce sont des stratégies mais c'est important. Et donc, ces personnes-là, quand ces personnes comme des gestes sont à côté, là, ils n'ont même pas une carte en site. Hein? Tu les regardes avec admiration. C'est un peu ce qui se passe ici. Quand les pays qui sont dans l'espace, tu es ici et puis toi, tu es ici. Tu peux t'écraser à tout moment. Donc, c'est ça, c'est ça. Donc, ce marché-là, il est très important et ça donne, je ne dirais pas la supériorité, mais une sorte de fierté à ces États-là. Donc, l'industrie spatiale est un conglomérat construit à partir de blocs tous différents, en particulier dans leurs relations au marché et au contexte économique global. Et donc, du point de vue économique, le secteur spatial américain se caractérise par sa grande hétérogénéité. Pardon, faut arrêter de faire le bruit. Elle couvre les activités spécifiques telles que la construction de satellites et de lanceurs, la maintenance technique et la conduite des opérations sur les satellites et sur le segment au sol. Vous voyez, ça, c'est des choses techniques et ça donne du travail. La fourniture de services de télécommunications, l'interprétation des données météorologiques, la fourniture d'images spatiales pour la protection de l'environnement et les missions de renseignement, la construction des services de localisation pour les personnes ou les biens comme les distributeurs bancaires, les restaurants ou les points de contrôle. Donc, vous voyez que aussi il faut manger. Quand vous faites ces activités-là, ça se voit ici partout. Il y a des endroits où vous voyez la femme, elle dépose ses casseroles pour vous demander dans ce point, qu'est-ce qu'elle vient chercher ici? Mais attendez vers 11h30. Il y a son marché, il y a sa cible qui se déplace vers elle. C'est la même chose. La valeur économique du marché spatial européen est principalement due au développement intensif des applications. Donc, vous voyez que dans ces affaires d'activité dans l'espace, application vient souvent et opération. Application, opération. Donc, vous devez savoir faire la part entre opération et application. Le poids économique des satellites de communication est important comparé aux deux autres types qui néanmoins ont besoin d'être considérés avec attention. Donc, on a le secteur de la navigation qui connaît le développement le plus dynamique.
Les satellites sont utilisés à des tâches très variées, de la mesure de l'intensité du trafic sur les autoroutes à la surveillance des cours, des ours toujours en liberté et leur potentiel en termes de nouvelles applications quotidiennes sur toute la planète est élevé. La Commission européenne estime à 25% la croissance annuelle de ce marché, ce qui lui confère une place à part. Donc, vous voyez. Ensuite, on a le secteur de l'observation de la Terre qui nous réunit ici. Observation de la Terre, mais enfin, pas spécialement, mais dans ce que nous faisons ici au Québec, l'aspect observation de la Terre prend une grande place. C'est la deuxième innovation intéressante. Du fait de sa relation très forte avec les utilisations institutionnelles, cette branche était historiquement vue comme une niche relativement limitée. En fait, l'observation de la Terre commence à être perçue comme une source significative de revenus dans l'économie. Les investisseurs principaux sont les agences publiques, NASA, ESA et autres. Jacques, ça, c'est de quel pays? Japon. Japon, voilà. Du fait du caractère ambitieux et de long terme des programmes sur l'environnement. Actuellement, je vérifie aussi pour le Japon, s'il te plaît. Les investisseurs, ok. Actuellement, les fonds publics génèrent environ 80% de la demande des données commerciales et revenus des services, même si le marché des investisseurs privés devient progressivement plus visible. Vous l'avez pour le soir? Non. Vous êtes gâtés dans ces jours et vous n'avez pas fait le soir. Ok, donc on voit ici. Les ventes finales par type de système dans le secteur spatial manufacturier européen. Donc, selon les couleurs, vous voyez, application satellite, c'est les plus grosses ventes. Ensuite, on a le système de lanceur en rouge, le système scientifique en vert, les activités segments au sol et support en violet, et puis les autres types d'activités en bleu. Donc, vous voyez que la part des applications satellites, GPS, quoi encore, tout ce qui est applications, télévision et autres, c'est la plus grande vente. Et ici, l'ESA est une structure publique. Vous voyez que ces activités occupent 34%. Ensuite, on a les activités qui concernent les opérateurs privés européens qui prennent 15%. On a 19% pour les entités publiques, autres entités publiques européennes. On a 6%, c'est ça, hein? Le violet, c'est le violet qui fait 6%, non? Le violet pur. 6% pour les entités publiques. Les équipements aussi prennent 7%. Les opérateurs privés prennent 6%. Et il y a Ariane Space qui prend combien? 11%. Donc, vous voyez que la France, du coup, la France tient une certaine importance, même en Europe, à cause d'Ariane Space. Et donc, pour finir, nous allons retenir que pour être une puissance spatiale, il faut avoir quoi? Un système spatial. Un système spatial.
il faut pouvoir développer des lanceurs. Il faut pouvoir faire quoi? Développer des engins. Il faut pouvoir les lancer. Tu peux dire que tu as créé un lanceur, tu l'appelles lanceur. Mais est-ce que c'est un lanceur? On verra s'il a été capable de lancer un engin une fois. On peut l'appeler maintenant lanceur. Sinon, même mon vieux ordinateur qui est là, je peux l'appeler lanceur. Je peux dire j'ai créé un lanceur. Et puis moi, les gens vont dire, bon, il faut lancer la petite bouteille d'eau qui est là, impossible de lancer. Donc, ce n'est pas un lanceur. Voilà. Et donc, il faut que le cours prenne fin ici. Il faut retenir que le cours du droit spatial, peut-être on peut le voir comme un cours qui n'est pas technique parce que, bon, ici, nous faisons beaucoup la technique, les manipulations des images satellitaires, tout ça. Il fallait qu'on vous montre un peu tout ce droit-là qui régit ces activités. Et qu'on vous montre aussi le caractère géopolitique. Parce que tout ça, c'est de la géopolitique. Il y a des pays qui veulent se lancer dans l'espace, faire des activités. Si vous suivez bien l'actualité, il y a d'autres pays qui refusent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que ces États-là, qui veulent aller dans l'espace, ce sont des bandits. Eux, ils se disent ça. Peut-être que les autres aussi se disent que les bandits-là ne veulent pas nous laisser aller dans l'espace. Et donc, vous voyez que c'est un cours important. Vous savez qu'on ne se lève pas n'importe comment pour aller lancer un drone. On ne se lève pas n'importe comment aussi pour lancer un satellite. Il y a des dispositions, il y a des contrats, il y a des permis. L'État doit faire une délégation de pouvoir ou d'autorité, donner son accord, approuver. Et donc, tout ça, ça passe par ces règles, par ces dispositions juridiques. Et il faut ces dispositions juridiques parce que si vous allez, par exemple, dans l'espace atmosphérique, et puis il y a un problème. Quelqu'un meurt là-bas. On peut comprendre. Ou bien quelqu'un tue quelqu'un. Entre eux, il y a un problème de choses. C'est tout. Et c'est tue. L'espace atmosphérique est sous la juridiction de frères et d'artistes. Comment l'affaire va se faire? Alors, celui qui a lancé. Pardon? L'État qui a fait le lancement. Elle est l'État qui appelle le lancement. Elle est l'État vraiment qui a le satellite. Elle est l'État qui a envoyé ses ressortissants. Tous ceux qui ont participé sont impliqués. Voilà. Alors, je pourrais vous demander comme ça, quelle est la nationalité donc de la Lune? De la Lune. Aucune nationalité. Hein? La Lune appartient à tout le monde. La Lune n'a pas de nationalité. Et Mars. Non, Pareil. Et Jupiter. Pareil aussi. Oui. Moi, la question que j'aimerais poser, la Côte d'Ivoire n'a pas de satellite. On a des chaînes de télévision chez nous en Côte d'Ivoire. Ils utilisent quel type de satellite? C'est la collaboration entre États. Il y a des collaborations qui existent avec la France, avec les États qui ont des satellites. On peut assurer la diffusion des télévisions chez nous. C'est la collaboration. On peut entrer en collaboration avec ceux qui ont des satellites. La Côte d'Ivoire peut participer même à des lancements de satellites, comme par exemple de télécommunications. Est-ce que le pays africain n'ont pas il y avait une autre activité, on devait aller voir. Et le responsable, Tidiane, le docteur Tidiane Ouattara, avait dit que les pays sont en train de se regrouper pour pouvoir lancer. Voilà. Le lancement n'est pas obligé de se faire à partir de la société. On va collaborer, avec soi. La France ou bien la France peut-être parce que la plupart des pays africains anglophones
on peut. Bon, ils sont tous liés à l'Angleterre. Et puis les francophones liés à la France et à quelques Allemands liés aux Allemands. Tout ça, c'est européen. On a plus de chances que ça soit un ancêtre européen qui soit utilisé. Vous voyez. Voilà. Donc, ils sont déjà le Nigeria, il y a déjà des satellites. À travers les recherches que j'ai faites, on dit que l'Afrique du Sud se prépare à avoir une collaboration pour avoir Une agence. Un lanceur. Voilà. Et puis, je crois bien, il y a le Nigeria aussi. Voilà. Et donc, une fois ces deux pays africains ont eu des lanceurs, bon, certainement qu'après les deux, ça sera bon. Là, on ne parle pas des pays du Maghreb. On parle aussi. Les pays du Maghreb. Non, pas aussi. Non, ils ont des satellites. Les gens, Elon Musk passé sur notre Afrique. Ils ont des. Non, mais toi, tu peux aller travailler dans une agence spatiale sans que la Côte d'Ivoire ait lancé un satellite. Si scientifiquement parlant, tu es crédible, tu as fait ton travail. Mais même l'Afrique du Sud a lancé des satellites, mais pas à partir de son propre lanceur. C'est pour ça qu'on n'a pas cité dans les puissances, même le Nigeria, on ne les cite pas parce qu'ils ont lancé ça à partir d'un modèle financier. Parce qu'il faut être capable de fabriquer ton engin et de le lancer. Donc, il y a des pays qui vont payer les satellites de télécommunication et qui vont lancer ça ailleurs. Mais pas chez eux forcément. Mais madame, pour lancer une fusée, il faut forcément un endroit bien destiné. Et si ton pays n'est pas dans cette zone? Comment? Quand les Chinois veulent lancer là-bas, ils lancent. Est-ce que c'est une affaire de position de la chose? C'est en fonction de là où tu es. Pour ça, on a parlé de la connexion géographique. Ça doit être en géodésie. Géodésie, non. La géodésie spatiale. Donc, tu veux me dire que tous les pays qui viennent lancer doivent aller sur les autres pays. C'est en fonction de là où vous êtes. Si vous avez trouvé l'endroit, c'est de faire les calculs de sorte que les propulsions soient capables d'envoyer les satellites à l'objectif, à l'orbite visée. Maintenant, si toi, ton pays, se trouve, comme tu le dis, il n'y a aucun endroit où cela peut se faire, mon ami, tu vas sortir ton lanceur et puis tu vas aller déposer chez eux. Vous allez faire une collaboration. Je dis, bon, si le jour que tu veux lancer, tu vas là-bas. Je n'ai pas cette information, donc je ne sais pas. Ok, donc, est-ce qu'il y a des questions, M. Adonija et M. Adengra? Non, Ça va? Ok. Donc, on va passer au sujet d'évaluation.